Bonjour, bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi et comme chaque mercredi, je vais au cinéma aujourd'hui pour le film hop, Dune, réalisé, produit, scénarisé en partie par Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, depuis que j'ai commencé ma chaîne, j'ai été voir un de ses films qui s'appelle Blade Runner 2049, un film que j'ai pas beaucoup aimé. Sinon, Denis Villeneuve, il a une très longue filmographie avec beaucoup de films que j'aimerais voir que je n'ai toujours pas vu. Alors, commençons par le commencement. Avant de parler de Dune, oui, le Dune est une adaptation à la base d'une série de romans. Je ne suis pas au courant, je crois que je dirais il y en avait 5 ou 6 romans en tout écrits par l'auteur Hubert quelque chose. Ça, j'aurais dû le noter, j'ai oublié. Et il y a eu quand même un univers, en littérature, il y a un grand univers étendu sur l'histoire de Dune qui est apparu dans les années 60. Donc par exemple, si je vous dis l'épice, les fermentes, la famille non pas ardente, Adriante. Ah, c'est les mots, je crois qu'il y a Serkis ou Salakis aussi, mais je sais plus. Ah là là. Mais les fermentes, j'en suis sûr. Les fermentes, ça fait partie de Praxis. L'épice. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu Dune, le premier du nom, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé étant petit. Mais maintenant, il a trop mal vieilli. Il y a certains effets quand même qui font mal aux yeux. Surtout que c'est un film, j'ai de la peine à le voir en VO, en VF. Les voix françaises, vu que les acteurs sont devenus connus depuis, ils ont eu d'autres voix françaises auxquelles je suis habitué. C'est dur de... voilà. Dune. Donc le premier Dune qui est sorti en 1984 fait partie de ces films comme Star Wars que pour ma part j'ai découvert au cinéma, pas à la télé. J'avais 11 ans, j'allais sur mes 12, j'étais entre mes 11-12 ans, parce que le film aux États-Unis est sorti en 84, mais en général le temps qu'il arrive en France il se passe presque 6 à 8 mois. Ben, après le temps qu'il arrive en Algérie, il y a encore un peu de temps. A été réalisé par David Fincher, qui devait le réaliser un moment, qui dut partir pour comment ils appellent ça, un différent artistique, mais ils l'ont rappelé, il est revenu. Ah, il y a une place, c'est bon. Voilà, là je peux sortir mon post-it. Voilà, David Fincher. Alors à l'époque, normalement c'était Ridley Scott qui devait le réaliser à un moment. Ça traînait beaucoup trop. Au bout de 7 mois, ou 6 ou 7 mois, Ridley Scott a dit bon, je vous laisse votre projet, il est parti. Ils ont fait appel à David Fincher qui venait de faire Elephant Man à l'époque. Lui aussi il est venu, ils ont écrit des scénarios, des trucs, mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il est parti. Et ils ont appelé Alejandro Jodorowsky. Je ne connais pas bien sa filmographie parce que j'ai oublié de vérifier ce qu'il a fait. Le nom me dit quelque chose. Alors lui, il était parti sur un film de 10 heures. Mais si j'en parle, c'est juste pour l'anecdote. Ceux de mon âge, de ma génération, vont comprendre où je veux en venir. À l'époque, Jodorowsky, il avait proposé un scénario qui était presque en acceptation. Et comme acteurs principaux dans le film, il avait contacté Salvador Dali. Donc on aurait pu avoir Dune avec Salvador Dali,
Ah oui. Orson Welles, Alain Delon, Mick Jagger. Et pour la musique du film, il avait contacté les Pink Floyd et Magma. J'ai cité que cela, il y en a 4 ou 5 autres que je connaissais pas. Mais Pink Floyd et Magma, moi je connais, donc il y en a. Mais le film ne s'est jamais fait, donc on ne saura jamais ce que la version d'Alejandro Jodorowsky avec Salvador Dali, Orson Welles, Alain Delon, Mick Jagger, avec les effets musicaux des Pink Floyd et de Magma, honnêtement, je ne sais pas. Et bien sûr, après avoir refusé ce projet, ils ont rappelé Fincher. Fincher qui venait de refuser l'offre de George Lucas de réaliser Star Wars, le retour du Jedi. Là aussi, on a raté parce que la patte de Fincher, je ne sais pas ce que ça aurait donné dans le Star Wars. Et il a réalisé le film qu'on connaît aujourd'hui. Qui a coûté pour l'époque... où est-ce que je l'ai marqué? Qui a coûté pour l'époque 40 millions de dollars. Sorti en 1984. Voilà. Le film est sur Netflix, si vous voulez le revoir. Sinon, donc aujourd'hui, on a le film réalisé, scénarisé par Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, j'ai vu Premier Contact, un film que j'adore, malgré le paradoxe de prédestination qui est dedans. Blade Runner 2049, que j'ai pas aimé. Sinon, à la scénarisation, ils sont 3. Alors, je vais vous les citer dans l'ordre de celui sur lequel je pose mes espoirs et sur l'autre. Donc, celui sur lequel je pose mes histoires, c'est Eric Roth. Je fais comme d'hab, je vais mettre maintenant la photo du scénariste avec le nom écrit juste, parce que peut-être Eric Roth, R-O-T-H. À savoir, Eric Roth, des films que j'ai vus qu'il a scénarisé. Il a scénarisé Forrest Gump avec Tom Hanks. Postman, le film avec Robin des Bois, Waterworld, Danse avec les loups, Kevin Costner. Donc, Postman. Il a écrit Munich, inspiré d'une histoire vraie, c'est réalisé par Steven Spielberg. Il a écrit Raison d'État, Les aventures de Benjamin Button. De sa filmographie, les films que je connais, que j'ai vus. Presque grosso modo, bon, à part Benjamin Button, j'ai apprécié sans autre, mais j'ai rien à dire. Et Ali, le film avec Will Smith. Et L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ah là, parce que là, j'ai pas les bonnes lunettes pour la lecture. Et L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux avec Robert Redford. Des bons films. Mais voilà. Sinon, il y a en 3e position un scénariste qui s'appelle John Spaihts. S-P-A-I-T-H. S-P-A-I-H-T-S. Voilà. C'est celui qui a scénarisé Prometheus, réalisé par Ridley Scott. C'est celui qui a scénarisé Passengers. Je ne sais plus qui a réalisé le film, mais il y a Hunger Games et Star-Lord dans le film. Hunger Games, c'est la fille là, comment elle s'appelle, la blonde. Et Star-Lord, c'est... Je sais plus. Il y a Star-Lord et Hunger Games dans Passengers. J'ai pas aimé le film. Et il a écrit Doctor Strange. Il fait pas partie de mes préférés dans le Marvel Universe. Sur papier, il est bien, mais il y a pas mal de choses que j'ai pas beaucoup aimé. Et La Momie, j'avais fait une critique aussi, le film avec Tom Cruise. Donc voilà. Il y a du bon et du mauvais dans la scénarisation. À la réalisation, c'est Denis Villeneuve, on va pas le critiquer. Sinon, le film, il fait 155 minutes. Donc un peu plus d'1h30. Il a coûté 165 millions de dollars. Il s'appelle Dune en VO et en VF. Sur ce, je ne vais pas faire long. Je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker cette vidéo, la disliker et nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et bien sûr, pensez à partager tout ça avec le smile. Sur ce,
Ciao. There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. Do you often dream things that happen just as you dreamed them? Yes. What's in the box? Pain. Kill him. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain. Go, go, go! Re-salut. Dune. 2h55 minutes. Presque 3 heures. Est-ce que parce que j'avais eu la hype pour voir ce film, ou est-ce que parce que je suis allergique aux productions Warner, je les ai sentis venir. Je les ai sentis passer plutôt. Ça fait des années que ça m'est pas arrivé, mais pour la première fois de ma vie, ou depuis que j'ai commencé la chaîne, j'ai failli sortir avant la fin du film. Trop long, et il ne raconte que la moitié de l'histoire. Alors, bon, il n'y a pas de spoiler spécial, donc je vais pas faire attention à ce que je dis. Parce que le film lui-même, de mon point de vue, le film lui-même, il a été réalisé de façon, ou écrit d'une façon, c'est comme le Spider-Man Homecoming, le premier où ils ont zappé la partie Oncle Ben et compagnie. Ils se sont dit, tout le monde connaît, donc on va pas faire tout ça. Alors celui-ci, c'est pareil, il est parti sur la base que tout le monde connaît la Dune. Les livres, pour ma part, je précise, je les ai jamais lus. Je n'ai rien lu en littérature Dune. J'ai aucune idée de comment... je vous écrirai quelque part ici, est-ce qu'il y a eu 5 livres ou 6? Je l'ai dit en première partie, je crois que j'aurais sûrement mis déjà le commentaire dessus. Je les ai jamais lus, donc je sais pas comment l'histoire est racontée dans les livres. Et j'ai oublié de le dire, le titre entier du film, c'est Dune, première partie. Ça veut dire qu'il y aura une suite. Et de toute façon, si vous connaissez l'histoire de Dune, donc le premier film de 1984, vous devinerez que le film n'est pas fini. Donc première partie. Il est trop long et il s'attarde trop sur la famille Atréide. Ah, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est Atréide, la famille du personnage principal du film. Mais sans rien nous apporter d'exceptionnel, ça nous explique pas trop. Oui, ça je peux le dire. Ben, le Atréide, il a un fils. Son fils fait des rêves. Un peu plus tard, on comprendra qu'ils sont peut-être prémonitoires. Parce qu'il y a certaines choses qu'il a vues dans ses rêves vont se réaliser pour de vrai. Sa mère est une prêtresse d'un culte dont je ne me rappelle pas le nom, tellement pas facile à prononcer, qui attend d'un élu. Oui, on comprend que l'élu, ça va être peut-être le gamin, parce qu'il a le pouvoir de sa mère, plus les rêves prémonitoires qu'il fait. Le pouvoir, c'est ce qu'ils appellent le pouvoir de la voix, ou la voix tout court, je sais plus. À un certain moment, s'il prend une certaine tonalité,
il arrive à contrôler les gens avec qui il parle. Quand il leur dit quelque chose, ils le font. Si vous avez vu le premier Dune, vous comprendrez facilement ce que c'est. Mais il s'attarde pas trop. Il fait une fois un test et il foire. Bien sûr, à un moment donné dans le film, il va finir par d'un coup réussir à contrôler son truc. Ça se passe au bout de 2 heures et quelques. T'aurais pu développer 2-3 petits trucs pour qu'on comprenne comment il a compris le truc. Bon, aussi c'est le premier visionnage, mais ça m'étonnerait que je vais retenter un deuxième parce que c'est trop long. C'est trop long, je me suis ennuyé. La réalisation, je vais pas critiquer, c'est Denis Villeneuve. J'ai vu 2 de ses films. Premier Contact que j'ai beaucoup aimé et Blade Runner 2049. Scénaristiquement, le film j'ai pas aimé, mais question réalisation, il est bien. Alors dans l'histoire, justement, tout se joue pour celui qui va contrôler la planète Salakis. Elle s'appelle comment cette planète maintenant? Arrakis. Où il y a l'épice, parce que c'est l'épice qui leur permet de voyager dans l'espace en toute sécurité. Oui, là aussi, bon, c'est un détail, mais parce que dans le premier film, l'épice sert plutôt à déformer l'espace pour faire des voyages longue distance en peu de temps, à courber l'espace. Dans cette version-là, l'épice sert juste à localiser le chemin le plus sûr où il n'y a pas d'obstacle pour qu'ils puissent aller tout droit sans risquer des collisions sur leur chemin. Mais ça, on s'en fout. Ça sert pour les voyages interstellaires, donc elle coûte cher. Et celui qui contrôle Arrakis, la planète, contrôle le marché l'épice et le marché de l'épice. Voilà. Bien sûr, il y a un empereur qu'on verra jamais. Il y a des méchants qui complotent contre la famille Atréide. C'est les Harkonnen, je crois, si je dis pas le nom. Mais j'arrive pas à me rappeler le nom parce qu'on les voit pas beaucoup dans le film. On les voit un moment et tout le côté complotiste machin, il est fait sur un dialogue qui a duré quoi, 1 à 2 minutes, comme quoi ils veulent tuer la famille Atréide pour garder la main mise sur le truc. Alors la seule différence dans le film des années 80, le premier Dune, les Harkonnen, les méchants, ils sont roux, ils ont des cheveux roux. Dans cette version, ils sont chauves. Donc c'est très simple. Les gens qui ont des cheveux, on va dire c'est les gentils, les chauves c'est les méchants. À l'époque, il a fait les roux contre le reste des chevelus. Malgré qu'il y a pas mal d'acteurs, mais il y a Thanos dans le film, il y a Aquaman, il y a Drax. Il y a encore un autre. Il y a pas mal d'acteurs connus, mais je me rappelle plus des rôles qu'ils ont joués que comme Thanos, Josh Brolin. Voilà. Drax c'est Batista. Aquaman c'est Jason Momoa. Il y a aussi Javier Bardem qui joue un Freeman, je sais plus. Les gens du désert. Il y a un truc aussi que j'aimerais soulever quand même, parce que selon mes souvenirs, dans le premier film des années 80, il n'y avait pas de personnages de couleur noire. Même les Freeman, les gens du désert étaient joués par des acteurs blancs. Là, dans le film, il y a un truc qui m'a quand même fait tilter, surtout à la deuxième fois. Il y a un moment, il y a une délégation qui arrive chez les Atréides, et celui qu'ils appellent l'ambassadeur du changement est un homme noir.
Et quelques temps plus tard, je sais pas si c'est 1 heure ou 2 heures après, ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils appellent l'arbitre du changement. Parce que quand la planète Arrakis passe d'un gouverneur, ah non, c'est pas gouverneur, j'ai plus le titre. Parce que c'était les Harkonnen qui l'a dominé avant. Après, il est passé sous la gouvernance des Atréides. Il y a l'arbitre du changement qui s'assure que le changement se passe bien, que les autres ils ont laissé les choses en état. Encore une fois, l'arbitre du changement est un personnage noir. Est-ce pour marquer cette tendance qu'à une époque on faisait que des acteurs blancs et aujourd'hui, vu qu'il y a eu un changement, on accepte aussi les acteurs noirs. Mais ça n'a pas duré longtemps. Le personnage, ça reste des personnages secondaires qu'on ne voit pas assez longtemps à l'écran. D'ailleurs, le chef des gens du désert, même s'il y a des personnages noirs dans son équipe, c'est Javier Bardem, qui n'est pas noir. Voilà. On sait qu'il y a des vers de terre géants. Il nous fait un suspense pour une scène. C'est celle qu'on voit, je crois, dans la bande-annonce. Il n'y a rien d'autre. Il y a encore un truc qui m'a dérangé aussi sur les Freeman, les Farman, je ne sais plus maintenant le nom des gens. Normalement, ils ont une démarche spéciale quand ils sont dans le désert pour que il ne faut pas avoir un rythme soutenu, régulier, sinon on se fait détecter par les vers. Vu qu'ils vivent sous terre, ils détectent les vibrations, ils ont une sorte de danse. Il fait 2 pas, il fait un pas à droite, après il refait, il glisse le pied sur le sable, il fait un pas à gauche, il avance de 2-3 pas, il refait un truc sur la droite. Ils appellent ça la danse du désert. Ça fait le bruit de la surface sans que c'est comme si c'est le vent qui fait bouger le sable. Sauf que le seul Foreman ou Freeman, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'on voit, du moment où il arrive sur le désert, il court tout droit. Et là, il n'y a pas de vers de terre qui apparaissent. Alors que quand il y a un personnage qui fait la danse du désert, comme par hasard, il y a les vers de terre qui débarquent. Quelques incohérences. Après, comme je l'ai dit dans les scénaristes, il y en a un, il n'est pas connu pour être très cohérent dans son écriture. Hein. Je parle de Prometheus, Passengers, je sais plus quel autre film. Prometheus, Passengers et La Momie de Tom Cruise. Blade Runner, j'ai pas aimé, scénarisé par Denis Villeneuve. Celui-là, scénarisé par Denis Villeneuve. Et le seul personnage, le seul scénariste qui a écrit des trucs intéressants pour moi, je n'ai pas trop vu. Il n'y a pas trop d'incohérence dans le film, il y a trop de lenteur dans le scénario qui servent à rien. 3 heures, c'est beaucoup trop pour moi. J'ai failli quitter la salle. Donc j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Si vous avez 3 heures et... Oui, la nouveauté maintenant en Suisse, vu que le pass sanitaire est d'actualité, le cinéma, ils prennent les passes sanitaires. La bonne nouvelle, c'est que si on a le pass sanitaire, on n'est pas obligé de mettre le masque, mais on garde quand même nos distances d'un siège entre deux. Si vous êtes en groupe, vous restez en groupe. Voilà. Donc le pass sanitaire, mais sinon vous gardez votre masque. Si vous allez au cinéma, les gens qui n'ont pas de masque, ils ont le pass, ils sont vaccinés. Ceux qui n'ont pas qui portent le masque, ils ne sont pas vaccinés. Voilà. Je pense qu'ils acceptent aussi les tests PCR négatifs. Comme ça, vous ne serez pas obligé de garder votre masque durant toute la séance. Honnêtement, là, je suis content parce que 3 heures à garder le masque. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Si vous êtes vacciné, ben, vous pouvez y aller sans masque. Vous présentez votre passe. Sinon, vous gardez le masque. Un film qui dure trop longtemps. Qui est, pour moi, de mon point de vue personnel, en dessous des espérances du temps que j'ai mis à l'attendre. Voilà, pensez à liker cette vidéo. Et à nous dire votre avis dans les commentaires, si vous avez vu le film. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications des prochaines vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine
Vu que là mon planning de travail s'est allégé, ça me permettra d'aller tous les mercredis normalement, à moins que le travail de madame me retienne à la maison avec la petite. Et pensez à partager tout ça avec le smile. J'ai fait une vidéo trop longue pour un film trop long pour ne rien dire d'intéressant. Ciao, à la prochaine.